Welcome back dans la vie libre et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'investir dans l'immobilier en 2025 et c'est un format un petit peu spécial puisque je vais faire deux épisodes à ce sujet. Le premier que tu écoutes actuellement et qui va vraiment parler du contexte de l'investissement immobilier aujourd'hui, en 2025, quelles sont un petit peu les forces et les faiblesses du marché de l'immobilier en ce moment et comment toi tu peux en tirer profit et éviter les pièges qu'il y a à éviter. Et dans la deuxième partie qui sera un deuxième épisode, on va vraiment voir étape par étape comment faire pour investir dans l'immobilier avant la fin de l'année 2025. Si ça fait partie de tes objectifs, en tout cas, je peux tout de suite te rassurer, c'est encore possible d'y arriver. Tu as encore suffisamment de temps pour réaliser toutes les étapes d'un projet immobilier avant la fin de l'année ou au moins avoir très très bien avancé dans ce projet si tu suis les étapes que je vais te détailler dans l'épisode juste après. Commençons donc par le commencement. À quoi ça ressemble le secteur, le marché de l'immobilier en 2025? Pour ça, je vais pas forcément te faire une analyse exhaustive de tous les facteurs qu'il y a actuellement sur le monde de l'immobilier en 2025. Par contre, moi, ce que je vais te partager, c'est vraiment ce qui me semble pour moi le plus important de connaître, d'avoir conscience avant de te lancer dans l'investissement immobilier cette année. Parce que, bah, voilà, l'immobilier il y a 3, 4, 5 ans, c'est pas la même chose que l'immobilier aujourd'hui et c'est important de savoir dans quoi on va mettre les pieds, de savoir un petit peu comment appréhender un peu mieux le marché pour bien se positionner, faire les bons choix, les bons investissements par rapport au contexte actuel. C'est beaucoup basé sur mon expérience personnelle, l'expérience que j'ai de coaching des personnes que j'accompagne au quotidien dans leurs projets et ça va pas être une analyse hyper factuelle avec, des chiffres, des stats et cetera. Ça, tu peux en trouver plein sur internet, des prévisions économiques du marché de l'immobilier et cetera. Moi, je pense qu'un truc qu'on ne trouve pas forcément facilement sur internet ou dans les rapports écrits, c'est ce qui va être aussi beaucoup plus les signaux faibles et ce qu'on voit sur le terrain. Ce podcast, je le fais pas pour vous donner l'analyse la plus parfaite de chaque sujet dont je vais vous parler, mais vraiment un retour terrain, concret, pratico-pratique de mon point de vue en tant qu'investisseuse et que coach de personnes qui veulent devenir investisseuses. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui sur 4 sujets. Le premier sujet, c'est l'emprunt, donc les taux d'emprunt, la facilité ou non d'accéder à l'emprunt, etc. Le deuxième sujet, c'est quelles sont les opportunités actuelles sur le secteur de l'immobilier et comment bien les comprendre pour pouvoir bien les saisir. Le troisième sujet, c'est à l'inverse, quels sont un petit peu les facteurs bloquants ou les facteurs moins positifs dans nos projets immobiliers et qu'est-ce qu'on fait pour les éviter ou au moins les limiter. Et le dernier sujet, c'est vraiment le sujet de la concurrence, comment se démarquer, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui et comment ne pas tomber dans le piège de la masse et un petit peu se différencier. Donc, commençons par l'emprunt, les conditions d'emprunt actuelles sur le marché de l'immobilier. On est encore dans un moment où les taux sont assez élevés, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les 3, 4, 5 dernières années. Et donc, il y a toujours un petit peu ce frein de se dire oui, mais les taux sont hauts, c'est pas le bon moment pour investir, je vais attendre que les taux baissent, etc. Concrètement, aujourd'hui, on est sur des taux aux alentours de 3,5% hors assurance, environ. Encore une fois, c'est une moyenne, c'est pas une stat précise, mais c'est un petit peu les retours que moi j'ai sur des projets de financement actuels. Et du coup, pour te donner une idée un petit peu de ce que ça représente concrètement, si on prend le salaire médian français, donc qui est aux alentours de 2000 euros, on a une capacité d'emprunt d'environ 120 000 euros sur 20 ans à un taux de 3,5%. Donc, ça veut dire que si tu gagnes un salaire qui est médian, donc aux alentours de 2000 euros, tu as la possibilité, si t'es pas encore endetté d'autre part, de faire un projet immobilier aux alentours de 120 000 euros. À titre comparatif, il y a quelques années, moi, quand j'ai fait mon premier prêt immobilier, c'était il y a 5 ans. À l'époque, on était à des taux plutôt, aux alentours de, entre 1 et 2. Donc même si je prends un taux à 2 et que je prends le même salaire, donc avec 2 000 euros, à 2 sur 20 ans, on peut emprunter 140 000 euros. Ce qui veut dire qu'il y a, entre guillemets, une perte de capacité d'emprunt de 20 000 euros entre des taux plus bas et les taux actuels. Ça donc c'est sur le papier ce que ça coûte de plus aujourd'hui. Par contre, ce que ça ne prend pas en compte, ce calcul-là et ce comparatif-là, c'est vraiment le coût d'opportunité. Entre le fait d'attendre que potentiellement les taux rebaissent à un moment donné sans en avoir la certitude, ou le fait d'investir aujourd'hui en se disant bon bah ok tant pis les taux sont un peu élevés, mais je vais faire mon projet et je vais avoir concrétisé mon projet. Bah très honnêtement, il y a pas photo. Il faut pas attendre un hypothétique futur avec des hypothétiques meilleures conditions. 100 je vous le dis, le bon moment pour acheter, c'est aujourd'hui.
Il y a vraiment pas de sujet si tu te poses la question de: «Est-ce que c'est le bon moment pour investir dans l'immobilier?» Oui, puisque à chaque fois qu'il y a entre guillemets un désavantage que tu peux remarquer, donc là par exemple les taux qui sont un peu élevés, en compensation, il y a toujours entre guillemets un avantage qui va venir à l'inverse. Et donc quand les taux sont élevés, les prix de l'immobilier sont plus bas. Parce que du coup, c'est plus compliqué d'emprunter des sommes à la banque, c'est plus compliqué d'obtenir un prêt, donc les vendeurs sont en position un petit peu de faiblesse parce que, bah, il y a pas beaucoup d'acheteurs en face. Les acheteurs, ils sont un peu bloqués par la banque et cetera. Donc en contrepartie, quand les taux augmentent, les prix de l'immobilier baissent. Là, on est dans un «entre-deux» entre guillemets, les taux sont pas non plus particulièrement hauts. Il y a une dizaine, quinzaine ou vingtaine d'années, les taux, ils ont plus explosé beaucoup plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, on est du coup sur des taux modérés qui peuvent nous sembler hauts en comparatif de ce qu'on a vécu ces dernières années. Mais donc en face de ça, les prix de l'immobilier sont aussi assez modérés. Si les taux d'intérêt venaient à baisser, on aurait sûrement une hausse des prix dans l'immobilier parce que des taux d'intérêt plus bas veut dire plus facile d'accéder au crédit, veut dire plus de demandes côté des acheteurs et un peu un rapport de force qui s'inverse. Les vendeurs seraient un peu plus en position de force parce qu'ils auraient quelque chose que plus d'acheteurs veulent et donc eux pourraient se permettre d'augmenter leur prix tout en trouvant toujours des vendeurs. Bref, tout ça pour dire que c'est toujours le bon moment parce que dès qu'on voit factuellement un inconvénient, surtout si cet inconvénient est mis en exergue par les réseaux sociaux, par les médias, etc. Donc on veut vous mettre votre attention ou l'attention de la masse sur ce sujet-là, forcément derrière il y a toujours un pendant positif qu'il faut réussir à capter. Petit aparté sur ce sujet-là. Donc je leur dis une troisième fois pour être sûr que ce soit bien rentré, oui c'est toujours le bon moment d'investir dans l'immobilier. Pour rendre les choses un petit peu concrètes, je vais te donner des exemples de ce que tu peux acheter d'investissements locatifs rentables que tu peux faire avec 120 000 euros. On pourra creuser dans un autre épisode si tu me mets en commentaire que c'est quelque chose que tu voudrais que j'approfondisse, ces différents projets et puis aller voir un petit peu plus en profondeur comment on choisit un investissement et cetera selon différents critères. Mais là, je vais te donner grosso modo 3 types de projets que tu peux faire avec 120 000 euros et qui vont être des investissements immobiliers rentables. Juste avant, je vais quand même te donner ma définition de ce que c'est un investissement immobilier rentable parce que de l'investissement immobilier, il existe autant de manières d'en faire qu'il existe de personnes sur terre. L'investissement immobilier, ça veut simplement dire on investit, on achète un bien immobilier. Derrière, si on veut qu'il soit rentable, ça veut dire qu'il va nous rapporter de l'argent, c'est-à-dire qu'il va avoir un retour sur investissement qui est positif. Il y a des investissements immobiliers, il y a des personnes qui font de l'investissement immobilier qui ne cherchent pas la rentabilité, mais qui cherchent, on va dire, du patrimonial. On va mettre un petit peu les deux en opposition, même si un investissement immobilier rentable peut être patrimonial également. Mais l'idée, c'est de voir en gros sur quoi on met son focus. Sur de l'investissement immobilier patrimonial, on va mettre le focus sur l'augmentation future du capital représenté par l'investissement. On va pas chercher tout de suite aujourd'hui à avoir une renta, à avoir un cash flow, à avoir de l'argent qui tombe tous les mois. Mais par contre, on va être un peu plus prêt à se dire, bah là aujourd'hui, je mets de l'argent là-dedans, ça va pas me rapporter d'argent tout de suite, potentiellement même ça va me coûter de l'argent. Ça peut être que le prêt dépasse les revenus que ça va rapporter dans l'immédiat. Par contre, on sait que dans 5, 10, 15, 20 ans, peu importe, mais sur un long terme, ou moyen ou long terme, on va avoir une grosse plus-value et on va avoir vraiment fait gonfler la valeur du patrimoine. De l'autre côté, l'investissement rentable, l'objectif, il est de, en premier, se dégager un revenu et de se dégager du cash flow. Donc, du cash flow, c'est vraiment le résultat final quand on prend tous les flux d'argent rentrant, on déduit tous les flux d'argent sortant et il y a 3 cas de figure. Un cash flow négatif, donc on a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre et c'est ce qu'on va appeler communément dans par exemple les sociétés d'investissement immobilier clé en main ou les sociétés qui font du Pinel, etc. Eux, ils vont appeler ça un effort d'épargne pour, entre guillemets, cacher le fait que juste l'investissement coûte de l'argent au lieu d'en rapporter dans un court moyen terme. Ensuite, deuxième scénario, on est à l'autofinancement, donc il y a autant d'argent qui sort que d'argent qui rentre, et on arrive globalement à une opération nulle, et là donc il n'y a pas d'effort d'épargne à faire, mais il n'y a pas non plus d'argent qui est dégagé chaque mois. Et le troisième scénario en termes de cash flow, donc c'est le cash flow positif, c'est que les revenus générés par le bien immobilier sont supérieurs aux dépenses générées par le même bien immobilier, et donc ça, on a un cash flow positif. Quand on fait
de l'investissement immobilier rentable et qu'on a pour objectif de devenir libre financièrement, c'est ce type de cash flow là qu'on va chercher parce qu'on va chercher à gagner de l'argent. On va chercher à créer une source de revenus supplémentaire aujourd'hui. Ça veut pas dire que ton bien, il va pas prendre en valeur dans le temps et que tu vas pas pouvoir dégager une plus-value au moment de la revente. Bien sûr, on va essayer de combiner les deux en permanence. Mais là, le vrai facteur et le vrai critère le plus important pour pouvoir avoir une source de revenus supplémentaire, c'est simplement que ton bien immobilier te génère de l'argent chaque mois. Et donc que tu aies un cash flow positif. Voilà un petit peu pour ma définition de l'investissement immobilier locatif rentable. Dans un budget de 120 000 euros, donc, quel est le type d'investissement que tu peux faire? Je vais t'en donner 3. C'est pas exhaustif, mais je te donne ces 3-là pour te donner un petit peu des idées, puis que tu puisses voir avec quoi ça résonne plus. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles tu te dis ouais, ça c'est vraiment un truc qui me ferait kiffer ou pas, et n'hésite pas si tu as ce type de réaction à m'en faire part par message sur Instagram, dans les commentaires ici, pour que je sache un petit peu quels sont les types d'investissements qui vous intéressent le plus aussi. Et d'ailleurs, je vais mettre un petit sondage. J'ai pas encore fait ça, mais j'ai vu qu'on pouvait mettre des sondages sous les épisodes de podcast, donc je mettrai un sondage pour savoir parmi les 3 que je vais vous présenter, lequel peut t'intéresser le plus. Première idée de projet réalisable dans les 120 000 euros. Quand je dis 120 000 euros, donc c'est la capacité d'emprunt. Moi, je vous conseillerais aujourd'hui, dans l'état actuel aussi du marché et des conditions de financement qu'on peut obtenir auprès des banques, de toujours avoir quand même 10% d'apport. Donc si vous avez une capacité de 120 000 euros, il faut que vous ayez à peu près 12 000 euros d'apport pour couvrir, on va dire, les frais de notaire et les frais de dossier. Pourquoi les banques vont demander ça? Parce que si vous êtes en défaut de paiement, si vous ne pouvez plus rembourser votre prêt sur vraiment plusieurs mois, bon quand c'est sur un mois ou deux, il y a toujours des moyens de s'arranger, mais si vraiment vous êtes en incapacité de rembourser votre prêt, la banque va pouvoir faire en sorte de revendre votre bien, ou vous allez pouvoir revendre votre bien, solder votre crédit, et puis voilà, vous êtes sorti de votre situation d'impayé. Sauf que dans votre projet IMO, quand vous allez l'acheter, par exemple, il va vous coûter 100 000 euros, vous allez avoir 8-9% de frais de notaire, donc on va dire là 9 000 euros sur vos 100 000 euros, et ça c'est de l'argent qui va pas être récupérable, parce que quand vous allez revendre, vous n'allez pas récupérer les frais de notaire. Bien sûr, sauf si vous faites une plus-value, mais la banque, elle, tout ce qu'elle veut, c'est limiter son risque. Il faut que vous compreniez ça, c'est vraiment l'objectif principal de la banque avant d'accepter ou non un projet à financer, avant de décider, quand elle donne les conditions dans lesquelles elle va financer le projet, son premier objectif principal, c'est limiter le risque. Et donc la banque, elle va généralement demander 10% d'apport pour couvrir ces frais-là qui ne sont pas récupérables en cas de revente. Donc on repart sur notre projet, 120 000 euros, vous avez 12 000 euros d'apport, donc on va dire que c'est un projet qui va faire 130 000 euros environ, frais de notaire inclus. Pour ce prix-là, premier projet envisageable, ça peut être un petit immeuble dans une ville à 1200, 1300, 1500 du mètre carré. Ça peut paraître hyper ambitieux, mais je vous assure que c'est possible d'acheter un petit immeuble à ces prix-là, parce qu'on va prendre un exemple un peu plus concret. Un immeuble de 3 appartements de 20 mètres carrés, donc on va dire que c'est des T1 ou des studios ou des T1 bis ou peut-être même un T2 avec une chambre isolée. Dans une ville à, on va dire, 1300 euros du mètre carré, ça vous fait 78 000 euros le foncier. Donc, si on rajoute à ça qu'il y a des travaux, qu'il y a de l'ameublement et qu'il y a les frais de notaire, en fait, vous pouvez rentrer dans une enveloppe de 120 000 euros un immeuble de 3 appartements dans une petite ville à 1300, 1400, même 1500 euros du mètre carré. Je commence par là parce que souvent on a l'impression que pour acheter un immeuble il faut des 1000 et des 100, il faut au moins 250 000 euros, etc. Et mon objectif avec ce podcast c'est vraiment de casser toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur l'immobilier, la bourse et le business et vraiment venir remettre en perspective tout ce qui est possible de faire. Donc on commence fort avec ce projet-là, mais crois-moi, c'est possible. Des villes à 1500 euros du mètre carré environ, très honnêtement il y en a plein, donc il y a des grosses villes, mais il y a aussi des petites villes, il y a aussi des moyennes villes. Il faut vraiment pas s'arrêter à la taille de la ville pour choisir si on va investir dans l'immobilier ou pas, mais il faut vraiment aller tester la demande. Et ça, on en parlera dans l'autre partie où on va vraiment voir étape par étape le process d'un investissement immobilier. Mais là, par exemple, j'ai ouvert un tableau de prix au mètre carré sur les grosses villes de France. À 1500 euros, j'ai Limoges. À 1300 euros, j'ai Mulhouse. Et à 1200 euros du mètre carré, j'ai Saint-Étienne. Alors,
Forcément, c'est peut-être pas les villes qui vous font rêver, les villes où vous vous êtes dit ah moi j'aimerais trop investir en bord de mer pour pouvoir aller en profiter pendant les vacances, etc. Mais il faut toujours choisir en fait quelle est votre priorité. Est-ce que votre priorité est de profiter et de kiffer, ou est-ce que la priorité est de construire des sources de revenus qui ne dépendent pas de votre temps? Voilà, donc premier exemple, le petit immeuble de 3 appartements dans une ville à 1200 à 1500 euros du mètre carré. Deuxième exemple maintenant, si vous êtes un peu plus safe et que vous voulez plutôt jouer sur des villes moyennes et que vous avez un peu peur de ces villes qui peuvent paraître pas chères au mètre carré, c'est possible. Moi, je vous recommande de travailler sur vos croyances plutôt que de laisser vos croyances sur ces villes-là vous freiner d'aller investir dans des endroits rentables. Mais par exemple, un autre type de projet qui peut plutôt se prêter à des villes moyennes mais un peu étudiantes, ça peut être de faire une coloc pour 3 personnes dans une ville étudiante d'environ 20-30 000 habitants. Comment trouver les villes étudiantes? Vous allez sur Parcoursup, vous allez filtrer les formations, les parcours de formation par carte, et là vous allez pouvoir voir en fait quels sont les spots un petit peu où il y a des formations dans le supérieur, aux alentours de chez vous, qui ne sont pas les grandes villes auxquelles vous allez penser automatiquement. Parce que dites-vous bien que si vous pensez automatiquement à ces villes-là, vous n'êtes pas la seule personne à avoir pensé automatiquement à cette ville-là. Et donc, c'est pas là que vous allez trouver la meilleure rentabilité. Par contre, si vous allez creuser un petit peu sur cette carte, que vous voyez un petit peu là où il y a des spots avec plusieurs formations, etc., sur des villes peut-être pas trop loin de chez vous, mais qui sont peut-être de taille plus moyenne, voire petite, bah là, vous allez trouver les super spots pour faire des colocs parce que bah, vous êtes à un endroit où il y a de la demande, puisqu'il y a des étudiants, et en même temps où il n'y a peut-être pas forcément beaucoup d'offres, ou en tout cas, et on en reparlera dans le dernier chapitre sur la concurrence, mais peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'offres de qualité et que tu vas pouvoir te démarquer en faisant quelque chose de quali sur ces marchés-là. Donc voilà, deuxième exemple, c'est une coloc de 3 chambres dans une ville étudiante petite ou moyenne. Troisième idée de ce qui est réalisable avec 120 000 euros, tu peux aussi opter pour faire un Airbnb dans une ville moyenne, assez dynamique, etc. Puisque pour 120 000 euros, tu peux aller acheter des appartements dans les 2000, 2005. De toute façon, au-delà, quand le prix au mètre carré est trop cher, c'est forcément moins intéressant. Mais dans les 2000, 2005, tu peux acheter un appart d'une trentaine de mètres carrés, refaire des travaux, potentiellement aller chercher un thème un peu spécifique pour te démarquer de la concurrence, ou faire un petit logement atypique ou toutes ces choses-là, et du coup générer des revenus assez intéressants avec un petit budget. Je pense même que 120 000 euros c'est assez large pour faire ce type d'investissement, et que même avec 100, 110, peut-être même 90 000 euros, tu peux t'en sortir pour faire un Airbnb stylé qui te rapporte de l'argent en 2025. Voilà pour les exemples. Maintenant, passons au deuxième point de ce podcast, les opportunités du moment sur le marché de l'immobilier. Et là, j'ai vraiment envie de te parler spécifiquement de l'opportunité du DPE. Donc ça fait un moment qu'on en entend parler, ça peut sembler un peu lointain, etc. Mais c'est toujours hyper d'actualité. Pour remettre dans le contexte, donc pour éviter de laisser le parc immobilier trop se dégrader en France, l'État a décidé d'imposer un barème en fait selon lequel on peut ou on ne peut pas louer un logement en fonction de sa performance énergétique. Donc le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Donc selon une note qui va de A, la meilleure note, à G+, la pire note, on va avoir des interdictions de louer progressives afin de forcer les propriétaires à faire des travaux de rénovation, et du coup à faire en sorte que la transition écologique soit aussi soutenue par les propriétaires, et que on n'ait pas des passoires thermiques en location partout en France. Sur le papier, c'est une très bonne chose. Dans la réalité des faits, c'est hyper compliqué de faire respecter ça, c'est hyper compliqué de forcer les propriétaires à faire des travaux, etc. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur de ça, ou qui ont encore peur de ça, parce qu'on va revenir sur le calendrier juste après, mais qui du coup vont vendre plutôt que faire les travaux, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce que ça leur fait peur, soit parce qu'ils ne comprennent pas, soit parce que du coup ils se disent que finalement vu qu'ils commencent à avoir des trucs un peu à faire, c'est peut-être le bon moment pour vendre et récupérer sa mise, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, petit aparté, c'est qu'en ce moment on est quand même sur une phase où il y a beaucoup de propriétaires vieillissants, donc des personnes de l'âge de, pour moi, mes grands-parents, qui ont acheté quand ils étaient jeunes, ils ont acheté quand ils ont, je sais pas, eu une résidence principale, après ils ont déménagé, ils l'ont mise en location, ou alors ils ont commencé à faire un peu des investissements pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants, etc. Et qui commencent à devenir des personnes âgées aujourd'hui, et qui du coup, parfois, face à la difficulté, vont préférer vendre. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mon premier immeuble, c'est ce qui se passe aussi pour pas mal de gens autour de moi, qui en fait vont acheter à des personnes âgées qui n'ont plus envie, le courage, la motivation ou les fonds pour continuer d'entretenir ce projet immobilier.
Petit aparté refermé. Revenons donc au calendrier du DPE. Depuis le 1er janvier 2023, tous les logements qui sont classés G+, donc la pire note, ne sont plus autorisés à être remis en location. C'est-à-dire que s'il y a déjà un locataire en place, bon bah fine, de toute façon on peut pas aller vérifier. Par contre, au moment de remettre en location, si le diagnostic de performance énergétique est en dessous de, enfin, est à G+, depuis le 1er janvier 2023, ce n'est plus possible de louer. Pour ça, il y a dans certaines villes un permis de louer qui a été mis en place et du coup qui fait qu'on est obligé de demander à la mairie l'autorisation pour louer et donc la mairie fait tout un tas de vérifications pour s'assurer que le logement n'est pas insalubre, qu'on ne met pas des taudis à la location, encore une fois toujours dans l'objectif d'assurer la qualité du parc immobilier en France parce qu'il y a quand même vraiment des choses qui sont indécentes sur le marché de l'immobilier. Et donc du coup dans ce petit process de vérification on va vérifier le DPE et depuis voilà, le 1er janvier 2023 les G+, sont interdits, depuis le 1er janvier 2025 les G sont interdits, à partir du 1er janvier 2028 les F seront interdits et à partir du 1er janvier 2034 les E seront également interdits. Donc les E, on a encore 9 ans devant nous avant de venir, donc ça va. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est que là, depuis le 1er janvier 2025, les personnes qui n'ont pas fait les travaux pour mettre aux normes leur appartement et qui étaient en G, eux, ils ne peuvent plus remettre en location. Et en 2028, il y aura à nouveau une nouvelle vague comme ça. Donc là, en gros, il y a pas mal d'opportunités d'aller négocier un petit peu sur des biens, des gens qui veulent se débarrasser de leurs biens parce que, bah voilà, pression de cette législation, etc. Et donc, encore une fois, là, ce que je veux t'inviter à comprendre, c'est que quand il y a quelque chose qui peut sembler être une crise, entre guillemets, donc là, les DPE, on en a entendu parler partout, ça a été le grand débat dans les médias, etc., et bah derrière, il y a toujours quelqu'un ou une situation ou un point de vue pour lequel ça peut être une opportunité. Et donc là, c'est le cas puisque comme c'est un logement qui ne peut plus être mis à la location, il a forcément baissé en valeur. Les gens, s'ils vendent, c'est qu'ils sont conscients qu'ils veulent se débarrasser un petit peu du truc et de ce fardeau-là. Donc il y a aussi une marge de négociation qui est un peu supérieure. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un point positif pour les investisseurs en 2025. Ensuite, si on part du coup sur l'autre côté, quel est un petit peu le point négatif qu'on va voir aujourd'hui, et il est aussi un petit peu lié à ça, c'est que aujourd'hui le coût des travaux a vraiment explosé. Tout coûte cher, la main-d'œuvre, les matériaux, etc. Et donc forcément, bah, si tu achètes un bien qui n'est pas dans un bon DPE, bah, tu vas devoir faire des travaux pour le mettre en location. En fait, c'est ça l'opportunité, c'est d'acheter un bien avec des travaux, de faire les travaux et du coup de remettre sur le marché un bien qui n'aurait pu être loué si tu n'avais pas fait les travaux. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, les travaux coûtent plus cher et donc un petit peu la façon de s'en prémunir que je n'aurais pas forcément conseillé avant. Il y a quelques années, moi je t'aurais dit le maximum des travaux que tu peux déléguer, tu le délègues, tu le fais faire parce qu'il y a à la fois le fait que la banque peut te financer ces travaux et donc ça fait partie de ce projet immobilier qui est remboursé par tes locataires et qui en plus te génère de l'argent, donc pourquoi se priver de le faire faire par des professionnels? Et le deuxième point, c'est que bah, forcément quand c'est fait par des pros, la qualité est meilleure, ça dure plus longtemps, etc. Sauf qu'aujourd'hui, comme c'est cher, pour préserver sa rentabilité, parfois ça peut quand même être ok de faire une petite partie de travaux soi-même. Ça peut être des petits travaux, ça peut être des peintures, ça peut être décaper des portes ou détapisser ou des choses comme ça. Parce que, bah, par exemple, le détapissage, c'est un truc qui est long, qui n'a aucune valeur ajoutée, que n'importe qui sur Terre peut faire, parce que vraiment, il n'y a aucun skills à avoir. Il faut des pipchits avec du produit et il faut de la patience parce que c'est super long. Mais du coup, bah oui, ça peut te bouffer un week-end, mais par contre, ça peut te faire gagner 1000-1500 euros selon la surface que tu as à détapisser. Et du coup, bah, ça peut aussi impacter positivement ta rentabilité de mettre un petit peu la main à la pâte. Le deuxième avantage que ça a, c'est aussi que bah, du coup, tu es aussi un peu plus au courant de ce qui se passe dans ton projet. Tu vois potentiellement plus les gens travailler, les personnes sur le chantier, etc. si tu fais des choses en même temps qu'eux. C'est pas forcément ce que je conseillerais parce que vous allez être un peu dans les pattes les uns des autres, mais parfois le timing l'impose. Et du coup, ça peut te permettre de garder un œil un peu plus proche de ton chantier aussi. Pour terminer cet épisode, je voudrais qu'on parle d'un quatrième sujet qui est la concurrence et qui est hyper important pour moi parce que ça fait vraiment partie de l'étape un peu préalable avant de se lancer dans un investissement immobilier qui est l'étude de marché. C'est hyper important quand tu choisis quel type d'investissement tu fais, que tu saches que le marché dans lequel tu veux t'implanter correspond à ce type d'investissement que tu veux faire,
Ou à l'inverse, si tu veux t'implanter spécifiquement sur un lieu ou une zone géographique ou un marché spécifique, bah, il faut qu'en échange, tu choisisses un type d'investissement qui va correspondre à ce marché-là. Je m'explique. Si tu veux faire de la colocation, tu ne vas pas aller faire une colocation dans une ville bourgeoise où les gens sont en monopropriété, dans des maisons, etc. Parce que c'est pas ce que les gens là-bas vont rechercher. Si tu veux faire de la location longue durée, par exemple, non meublée, bah tu vas pas aller sur un marché où il y a beaucoup d'étudiants parce que la plupart des étudiants, ils ont besoin d'un logement meublé et ils vont rester 1 an ou 2 ans, ok? Donc il faut toujours réfléchir à mon projet immobilier, il doit s'intégrer dans le marché sur lequel je veux investir ou l'inverse. Par exemple, tu peux te dire, bah moi je veux investir à moins de 1 heure de chez moi. À moins d'1 heure de chez moi, voilà les critères des villes qui m'entourent. Peut-être que c'est principalement des villes étudiantes, peut-être que c'est principalement des villes hyper touristiques, peu importe. Tu vas choisir du coup ton projet immobilier en fonction de ça. C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de préférence, c'est toujours quels sont les critères les plus importants pour toi. Est-ce que ton critère le plus important c'est la zone géographique ou est-ce que c'est le type d'investissement? Enfin bref, il y a 1 million de critères dans l'immobilier, on verra ça dans la deuxième partie sur l'immobilier en 2025. Donc première chose, c'est faire en sorte que le projet et le marché soient compatibles. Deuxième chose, c'est aller étudier la concurrence, étudier l'état de la concurrence. Si tu veux faire un Airbnb à un endroit où il y a très peu de locations courte durée, et ben en faisant un truc assez quali, mais sans non plus trop te sortir les doigts, tu vas pouvoir quand même gagner des parts de marché si les autres biens alloués sont de mauvaise qualité et que toi tu fais un bien de qualité. Par contre, s'il y a déjà plein de Airbnb dans la même région, dans le même périmètre, il va falloir encore plus se démarquer pour que tu puisses avoir une bonne rentabilité et que tu puisses maximiser ton investissement immobilier. Je vais prendre un exemple perso pour illustrer ça. Ma love room que j'ai à Boulogne-sur-Mer, donc c'est une ville un peu balnéaire, il y a la mer, donc pour les villes aux alentours, c'est un peu un endroit où on va en vacances, etc. C'est pas là où les gens du sud viendront en vacances puisque c'est dans le nord, mais en tout cas à un niveau local et au moins régional, c'est un endroit où les gens viennent pour les vacances, viennent pour passer un week-end à la mer, etc. Donc il y a ce point d'attractivité-là. Ensuite, c'est aussi un endroit où il y a un bassin d'emploi assez important, parce qu'il y a beaucoup d'emplois autour de l'aquaculture, autour de la pêche, tous ces métiers-là autour de la mer. Et donc, ça fait 2 facteurs qui font qu'il y a beaucoup de locations courte durée sur la ville, parce qu'il y a un bon potentiel. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me dis, bah en fait, qu'est-ce que je peux faire de plus que les autres pour être plus loué et pour avoir un meilleur rendement. Et donc j'ai mis une balnéo dans mon studio, parce que ça aurait pu être un studio tout à fait classique, et du coup j'aurais eu des résultats tout à fait classiques. Mais là je me suis dit, moi je veux aller plus loin, je veux avoir plus de rentabilité, et donc j'ai mis une balnéo, ce qui me fait sortir du lot dans le marché. Quand les gens cherchent un logement, bon bah ils ont le choix entre un studio classique ou un studio avec une balnéo, et donc ça me permet moi d'être environ 30% plus rempli sur l'année lycée, 30% plus rempli et 30% plus cher que le reste des logements. Donc ça, c'est vraiment le point que je voulais te donner. Je te donne un exemple, mais par exemple sur une colocation, ça peut aussi être, bah t'es dans un endroit où il y a déjà beaucoup de concurrence en coloc, et bah ça peut être intéressant pour toi de faire une coloc à thème. Je te prends un exemple, c'était une conversation que j'avais déjà eue avec quelqu'un, j'avais trouvé ça trop stylé. Dans un périmètre autour des facs de médecine, il y a beaucoup de colocations. Souvent, en plus, c'est des colocations, les gens se font pas chier, ils mettent des meubles Ikea, c'est tout blanc, tout gris, etc. Et bah toi, à côté, si tu fais une colocation sur un thème Grey's Anatomy, par exemple, parce que c'est des étudiants en médecine, et bah ça peut carrément faire le petit truc en plus qui fait que, ah bah vas-y, ça va être plus sympa d'habiter dans ce lieu-là, je vais être dans un environnement qui va être un peu plus stimulant, un peu plus motivant, etc., que un appartement classique. Sur par exemple une zone qui est étudiante, tout étudiant confondu, par exemple un quartier étudiant dans une ville, faire une coloc sur le thème de Friends, ça peut être une super bonne idée parce que ça va faire sortir du lot. Voilà, je voulais terminer ce podcast sur ce point-là, sur l'importance de sortir du lot et de se démarquer et de vraiment aller chercher un petit peu comment aussi rendre son projet immobilier un peu différenciant, un peu plus fun, un peu plus kiffant aussi, parce que bah, finalement, l'immobilier, on peut le faire de manière très classique, mur blanc, sol en bois et puis meuble Ikea de base, ou on peut aussi se faire kiffer au passage et réaliser un peu des rêves d'enfant et tout, comme moi j'ai pu faire aussi avec mon appartement à thème Harry Potter, où là vraiment je me suis dit, bon bah, je veux faire la location courte durée dans cet appart-là, j'ai le choix de faire un truc classique qui va plaire à plus de monde, mais qui va peut-être être moins stimulant pour moi.
ou de me dire vas-y, je vais all-in dans mon idée, je veux faire un truc qui à la fois ait prouvé sa rentabilité, à la fois me fasse kiffer, et du coup ça a été tout le process a été beaucoup plus fun et beaucoup plus sympa, et je suis tellement plus fière du résultat aussi. Que si j'avais fait un truc tout classique, tout bête comme j'ai pu faire aussi par le passé, hein, j'ai fait un peu de tout aussi pour en arriver au stade où je me permets d'explorer un peu plus ma créativité dans l'immobilier. Mais en tout cas, je voulais te donner aussi cette info-là que tout est possible, que tu n'es pas obligé de commencer par des trucs hyper classiques comme moi je l'ai fait. Moi, j'y suis allée un peu step by step parce que j'avais un peu besoin de me donner confiance, j'avais pas trop de références à l'extérieur avec qui en parler, etc. Mais donc, si moi, je peux te faire passer un message avec ce podcast-là, c'est hésite pas à te faire kiffer avec ton projet immobilier. Et j'espère que toutes les infos que je t'ai données dans cet épisode t'ont été utiles pour enrichir ta réflexion au sujet de ton projet immobilier. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler du process de A à Z pour réaliser un investissement immobilier et devenir investisseuse immobilier avant la fin de l'année, si c'est ton premier projet, ou alors réitérer avant la fin de l'année.